Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le lundi 31 octobre. Voici le programme. La ville de Fontenay-le-Fleury se lance dans plusieurs grands projets de rénovation avec notamment l'ouverture d'une nouvelle halle commerciale, la modernisation de son théâtre et de son cinéma ou encore la création de nouveaux pôles médicaux. L'objectif, redynamiser le centre-ville. Nous en parlerons avec le maire de la commune, Richard Rivot. Il est notre invité. Qui dit 31 octobre dit Halloween. Pour l'occasion, les châteaux, les musées, les fermes et bien d'autres lieux encore vous proposent une multitude d'activités et nous vous ferons plonger dans l'ambiance à travers la découverte d'une maison hantée notamment. Du sport également dans votre 7-8 après un début de saison excellent pour l'AS Poissy. L'aventure s'est terminée hier dimanche 30 octobre lors du 7e tour de la Coupe de France. Défaite au tir au but, nous ferons l'analyse avec le président de l'AS Poissy, Olivier Sévézuc. Et donc en plateau avec moi, Richard Rivot, bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes le maire de la commune de Fontenay-le-Fleury. On l'a dit, il y a beaucoup de projets en ce moment pour redynamiser le centre-ville. Première question, pourquoi tant de projets d'un coup ? Eh bien parce que nous n'avions pas de centre-ville. Alors c'est pour des raisons historiques. La ville a connu une forte croissance entre les années 60 et 70. Et cette croissance s'est faite dans un secteur où on a maintenant les habitants, il y a la mairie qui est arrivée, il y a le théâtre qui est arrivé, mais qui s'est éloigné de ce qu'était le centre quand c'était un petit bourg, où il y avait une église, une mairie, une rue commerçante. Donc, premier phénomène. Deuxième phénomène, il y a eu l'arrivée entre les deux des centres commerciaux. Donc, tous les commerces à peu près de la ville ont disparu. Et donc, on se retrouvait avec une ville qui était sans centre-ville. Donc, le projet a consisté à recréer un centre-ville avec des commerces et des activités. Donc on parlera de la création de ce centre-ville dans quelques instants. Avec moi en plateau également Grégory, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Vous allez nous parler de l'actualité sportive dans les Yvelines. Quel est le programme ? Oui, on reviendra, comme vous l'avez dit, sur cette élimination de Poissy. C'était samedi au 7e tour de la Coupe de France de foot face à Wassel. Mais rassurez-vous, tous les clubs yvelinois n'ont pas été terrassés en ce jour d'Halloween. On parlera aussi de victoire, une victoire très prometteuse en basket avec l'entente Le Chesnay-Versailles. C'est du basket féminin et on prendra des nouvelles aussi de notre rugby woman préférée, Milly Boulard, l'Yvelinoise, qui est en ce moment à la Coupe du Monde de rugby avec l'équipe de France et ça se passe plutôt bien pour elle et pour les Bleus. Donc un beau programme en perspective. Avant tout ça, je vous propose de faire le point sur la météo de demain. Demain matin, dans les Yvelines, vous aurez de belles éclaircies sur l'ensemble du département. Au niveau des températures, il fera 12 degrés à Versailles, Mantes-la-Jolie et Houdan. Du côté de Rambouillet, comptez 11 degrés. Dans l'après-midi, ça devrait rester sec. Il fera 15 à 16 degrés en moyenne. Attention tout de même, Météo France annonce des rafales de vent à 65 km/h. Les Yvelines sont placées en vigilance jaune. Que s'est-il passé dans le département aujourd'hui ? Quelles sont les choses qui vont changer en novembre ? Voici les informations du jour avec Mélanie Poquet. Des porte-monnaies un peu moins légers à la pompe, elles devaient initialement s'arrêter le 1er novembre. La remise gouvernementale sur le prix des carburants est prolongée, 30 centimes d'euros par litre jusqu'au 15 novembre. La raison, les difficultés rencontrées par les usagers pour s'approvisionner. Le meilleur pain au chocolat est produit dans les Yvelines le 29 octobre dernier. Michael Forcher a été récompensé lors du premier concours organisé à l'occasion du Salon du Chocolat. Il est aux commandes de la boulangerie-pâtisserie au Soleil à Poissy. Le 1er novembre, c'est le début de la trêve hivernale. Jusqu'au 31 mars 2023, les locataires ne peuvent pas être expulsés de leur logement, sauf exception. Côté santé, le mois de novembre rime avec tabac ou plutôt sans tabac. Ce 1er novembre, le mois sans tabac revient pour sa 7e édition. L'opération lancée en 2016 par Santé publique France et le ministère de la Santé et de la Prévention a vu s'inscrire plus d'1 million de personnes pour un soutien collectif. Réussir à arrêter de fumer pendant 30 jours multiplie par 5 les chances d'abandonner le tabac définitivement. Il est désormais 42e au classement ATP, mais surtout premier français. Arthur Hinderknecht est le mieux classé devant Adrian Manarino, 43e, et Gaël Monfils, 46e. L'Yvelinois profite de l'absence sur les cours de Gaël Monfils et gagne 9 places au classement grâce à son parcours jusqu'en quart de finale au tournoi de Bâle. Et comme d'habitude, si vous avez vu une information ou quelque chose qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à réagir en utilisant le hashtag 78news. On en parlait il y a quelques instants, la ville de Fontenay-le-Fleury redynamise son centre-ville.
Richard Rivot, du coup, je vous représente une nouvelle fois. Vous êtes le maire de la commune de Fontenay-le-Fleury. Alors, ça a commencé, cette redynamisation, par la création d'un pôle médical en 2017. Et là, vous allez de nouveau accroître votre pôle médical avec la création, du coup, bientôt, en 2023. Les travaux débutent en 2023, c'est bien ça? Les travaux vont commencer en début d'année et effectivement, on va rajouter 5 cabinets pour pouvoir accueillir des médecins. Alors, je pense beaucoup de villes ont cette problématique. Les médecins vieillissent, partent à la retraite. Il y a eu un numerus clausus dans les années précédentes qui a fait qu'on a moins de médecins qui arrivent. Et donc, dans une ville comme la nôtre, il nous manque 2 médecins. Donc, ce sera des nouveaux médecins, Voilà. Des nouveaux médecins. Ce dont on a besoin, c'est de nouveaux médecins qui arrivent sans patientèle. Et pour les faire venir, il leur faut des locaux adaptés. Parce que avant, le médecin, vous l'avez peut-être connu, il pouvait vous recevoir dans un appartement. Mais tout ça, c'est plus possible aujourd'hui, parce que c'est pas habilité PMR. Donc nous, on leur fait des locaux de plein pied, dans lesquels ils peuvent venir, s'installer, avoir un contrat avec la ville, et être en plus ensemble, parce que maintenant, les médecins préfèrent être regroupés. Donc on aura finalement un pôle médical dans lequel on vise 2 nouveaux médecins, 1 ou 2 spécialistes nouveaux, plus les 15 que nous avons déjà. Ça fera en centre-ville une belle capacité pour accueillir et apporter de la médecine aux habitants. Grégory? Vous dites un contrat avec la ville, ça veut dire qu'ils vont être salariés directement par la ville de Fontenay-le-Fleury? Un contrat juste de location. D'accord, C'est-à-dire que c'est vraiment la formule la plus simple. Ils viennent, on leur met à disposition un local, et ils ont un bail avec la ville, et c'est nous le bailleur. Ce qui nous permet de faire des prix compétitifs, parce que c'est aussi important pour eux, et ça leur apporte une certaine liberté, parce qu'on a vu dans les maisons médicales, avant ils se regroupaient, ils achetaient une maison médicale à 7 ou 8, et ce qu'on a vu avec le départ d'un certain nombre de médecins, c'est que la maison médicale s'est retrouvée en difficulté, où ils étaient 8 ou 10 pour la porter, ils se retrouvaient à 4 ou 6 et obligés de la fermer. Donc là, on a une formule où la ville porte ce risque-là, et eux, ils ont un contrat très simple, et ils peuvent rester là toute leur vie. Dans les prochaines années, vous allez aussi construire un nouvel EHPAD, un EHPAD. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus également? Combien ça va coûter? Où est-ce qu'il sera situé? Alors, on aura un nouvel EHPAD qui va arriver rue Descartes à Fontenay-le-Fleury. Alors, ça sera en bordure de plaine de Versailles. C'est un EHPAD, alors c'est ce qu'on appelle un transfert. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire de nouveaux EHPAD. Il y a une capacité au global en Ile-de-France qui est satisfaisante, donc il n'y a pas de nouvel EHPAD possible. Par contre, à Viroflay, il y avait un EHPAD qui était très ancien, très vétuste, et ça coûtait beaucoup plus cher de le réhabiliter que d'en créer un nouveau. Donc il va être créé à Fontenay avec 2 apports de services complémentaires. On va pouvoir y accueillir des personnes qui sont frappées de maladies cognitives, de type Alzheimer. On crée un département, et on aura un département pour les personnes porteuses de handicap. Donc on aura un EHPAD qui au total pourra accueillir 150 personnes. La ville de Fontenay met à disposition le terrain, à l'euro symbolique. Alors c'est un projet totalement public. Le département et l'hôpital public vont financer la construction et ça sera agréé par la ARS. Pourquoi on fait ça? Parce que nous avons choisi d'avoir un EHPAD public pour que tout le monde puisse y aller. Si aujourd'hui vous allez dans un EHPAD privé, si vous avez une très belle retraite, vous pouvez dépenser 4 500 € par mois pour y aller. Si par contre vous êtes quelqu'un avec des revenus, je dirais, médians, normaux, eh bien, vous ne pouvez pas aller dans ce type d'institution. Nous, ce qu'on vise là, c'est un EHPAD public avec un coût journalier à 75 €. C'est vraiment la cible du projet, ce qui va permettre à quelqu'un qui est au minimum vieillesse, plus la PA, d'être accueilli. Autrement dit, cet EHPAD-là pourra accueillir toutes les populations, ce qui correspond bien à une ville de Fontenay, où on a bien sûr des cadres supérieurs, mais on a aussi une partie de notre population qui touche les minima sociaux, et donc on voulait absolument un EHPAD public. Et donc il verra le jour en 2025? Alors, là, l'architecte est désigné, le permis va être déposé cette année, on devrait avoir le début des travaux en 2023, alors, et une ouverture, si tout va bien, parce que dès qu'on parle de travaux, il faut être prudent, mais effectivement en fin d'année 2025. Un autre projet phare pour redynamiser le centre-ville, c'est la création de cette nouvelle halle commerciale qui a vu le jour. Tout simplement, c'était nécessaire, cette halle, pour redynamiser le centre-ville? Indispensable. Alors, déjà pour une raison qui est simple, quand on veut un centre-ville qui vit, il y a le mot vivre dedans. Il faut de la vie. Et quand vous regardez finalement ce qu'est un marché, tel qu'il était à Fontenay-le-Fleury, moi c'est ce que j'appelle une boîte noire, c'est-à-dire que vous avez une structure qui est là, elle fonctionne 3 matinées par semaine,
Le reste du temps, les portes sont fermées et elle est éteinte. Donc il n'y a pas de vie dans un marché. Donc notre marché, qui datait des années 70, on a pris le pari de le transformer en halle commerciale avec un concept qui est finalement assez simple. Vous entrez dans la halle par une porte, elle va être finalement un tout petit peu en retrait, et sur toute la façade, vous avez des commerces. Et des commerces du quotidien. Donc on a une boulangerie qui va arriver, alors une poissonnerie, un traiteur italien et une brasserie. Ça paraît tout simple quand on dit ça, mais faire ça, ça a pris beaucoup de temps. On a commencé ce projet, la construction en 2019. On a la première partie qui vient de s'achever, celle qui accueille les commerçants du marché. La deuxième partie, l'aménagement des cellules commerciales, est en cours, avec des commerçants qui vont ouvrir entre le mois de novembre et le mois de janvier. Et là, il y a une grande différence, c'est qu'au lieu d'avoir cette boîte qui était fermée, on aura une halle commerciale avec des commerces ouverts tous les jours, un service du quotidien, et qui va donner une occasion aux Fontenaisiens de venir et de revenir. Dans une ville comme la nôtre, une boulangerie qui fonctionne peut attirer entre 600 et 800 clients jour. C'est pas trop difficile justement d'attirer ces commerces locaux, on le sait, dans un contexte où le commerce a tendance à fuir plutôt les centres-villes avec l'émergence de grandes structures commerciales à côté des centres commerciaux. C'est pas trop difficile de les attirer? C'est un peu l'appréhension qu'on aurait pu avoir et qu'on avait très honnêtement au début du projet. On s'est beaucoup intéressé. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Parce qu'on a engagé quand même beaucoup d'argent public dans cette opération. Le réaménagement du centre-ville. Combien ça a coûté? Le réaménagement complet avec l'assise et le jardin, c'est 10 millions d'euros. D'accord. Donc oui, c'est quand même, pour apporter du service, ça fait réfléchir quand même. Eh bien, finalement, je vais vous apporter la réponse, c'est comme pour le pôle médical. On n'avait pas fini le projet, qu'on avait plus de candidats pour chacune des cellules qu'on pouvait offrir de place. Et on a dû finalement organiser un mini-concours et refuser des commerçants. Et là, on voit bien tous les commerçants, puisque c'est les commerçants qui vont porter l'aménagement des cellules, eh bien, ils sont en train de les aménager et ils viennent. Et on n'a finalement eu aucune difficulté à remplir la halle commerciale. Mais pour une raison très simple, quand vous allez chercher votre pain, vous n'allez pas aller chez Leclerc ici, parce que c'est à côté de Fontenay, c'est la grande surface la plus proche. Vous n'allez pas faire 4 km et prendre votre voiture. C'est quand même agréable que de descendre à pied, de venir en centre-ville, d'acheter son pain. C'est agréable d'aller prendre un café, de prendre le temps de discuter avec des amis, avec des gens que vous rencontrez. Donc en fait, ce que vous apportez dans un centre-ville, c'est de la vie, du quotidien, que vous n'allez pas trouver dans une grande surface. Je vous mets au défi d'aller prendre un café dans une grande surface, même s'ils ont une cafétéria, c'est pas très sympa. Alors que dans un environnement avec des gens que vous connaissez, vous allez passer un bon moment. Et c'est ce pari-là qu'on fait, ce pari de l'expérience de vie, du quotidien, agréable, convivial. Et justement, nous sommes allés interroger les Fontenaisiens sur leur nouveau marché. Voici ce qu'ils en pensent. Écoutez. Moi, je trouve ça vraiment agréable par rapport à ce qu'il y avait avant, où c'était vraiment beaucoup plus petit. Là, c'est très joli, c'est bien rénové. Puis du coup, c'est plus accueillant et ça donne plus envie de venir. Je trouve que les stands sont un petit peu petits et on est obligé d'escalader pour choisir les fruits et légumes. Et c'est quand même bien, moi je viens à pied, je fais mes courses tout le temps ici, en fait, les fruits et légumes du local. Le centre-ville, maintenant, ça commence à devenir dynamique. Après, il y a le changement des clients. Il y a des clients qu'on n'a jamais vus avant. Ça ramène de nouvelles clientèles. Il y a du bien, mais il y a quand même au niveau du positionnement, du rayonnage et puis du passage, parce que le passage entre les étalages est trop juste. Je dirais, s'il fallait noter, je mettrais une note de 7 sur 10. 7 sur 10, Richard Griveau, ça va, c'est acceptable. C'est une note qui commence à être dans la bonne direction. Moi, sur 10, je préfère avoir 10, on va pas se mentir. 7, bon, ça va, c'est en chemin. Mais ce qui est important, c'est ce que vous avez entendu. Et c'est vrai que on est dans un chemin où on a choisi finalement la qualité. Vous avez un micro-trottoir qui l'a très bien dit, c'est qualitatif. Et aussi, on s'est inspiré des autres expériences. Donc on a fait, je l'ai fait personnellement avec, avant de prendre la décision, on a été voir ce qui se faisait ailleurs, dans des endroits où ça fonctionne. C'était plutôt agréable, hein. J'ai fait Barcelone, Lisbonne, Londres, et on a été voir ces marchés qui fonctionnent. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient un point commun, c'est que des grands étals comme on avait, qui fonctionnaient en mode lip service, avant vous étiez dans le marché de Fontenay, vous rentrez, vous prenez votre panier, vous avez le tour des rayons et vous sortez à la caisse. Eh bien, des marchés qui fonctionnent, c'est pas ça. C'est un marché avec des étals plus resserrés et sur lequel vous avez une interaction avec le commerçant. Il vous explique le produit.
Et c'est ce pari-là qu'on a fait. Donc on a été rencontrer les commerçants, on a discuté avec eux, on a pris un concepteur des étals et on a changé la configuration. Alors il y a, j'en conviens, un point qui est un peu différent, c'est que si ce n'est pas le commerçant qui vous sert, vous avez des produits qui sont un peu hauts à accéder. Oui, c'est ce qu'on entend. Et on nous fait cette observation, oui, parce que ça a été conçu pour que le commerçant serve le client et pas que le client se serve. Et on est encore dans cette phase de mutation où on avait un marché où les clients se servaient vers un marché où on retrouve cette interaction du commerçant qui sert le client. Alors rapidement, Richard Rivot, parce qu'on est un peu pris par le temps. Un autre grand projet, c'est la modernisation du théâtre et du cinéma qui est en cours. Quels sont les travaux qui sont en train d'être réalisés et quel est le budget là aussi Alors, ça va être, on adresse 2 sujets dans ces travaux. C'est un bâtiment de 1980, donc on adresse la transition énergétique. Donc il faut l'isoler complètement pour avoir la performance d'un bâtiment d'aujourd'hui. Ça, c'est une composante du projet. Deuxième composante, peut-être une composante que vous allez mieux comprendre, on est dans un environnement technique quand on est dans un théâtre. Alors, c'est-à-dire technique parce que vous accueillez des spectateurs, donc il faut des sièges, des marches, tout ça daté de 1980, des marches qui étaient un peu trop hautes, des sièges qui étaient d'origine, donc tout ça était un peu vieux. Puis vous avez toute la partie technique, celle qui est derrière, où les techniciens, ils vont installer un décor, ils vont le défaire. On n'avait rien de numérique. On avait des choses avec des moteurs électromécaniques, avec des manivelles pour changer le décor. Donc entre 2 spectacles, parfois il fallait 4 jours pour changer de décor. Avec la transformation qu'on va faire pour la même opération, il faudra 4 heures. On va finalement transporter ce théâtre et ce cinéma dans le monde moderne d'aujourd'hui et dans le monde du numérique, où on pourra aujourd'hui recevoir des spectacles du monde entier. Eh bien, merci Richard Rivot d'être venu en plateau avec nous pour parler de tous ces grands projets. On va passer maintenant à l'autre partie de notre émission. L'actualité, c'est aussi Halloween. Cette année encore, France Miniature donne rendez-vous aux familles pour découvrir de nombreuses activités durant toutes les vacances de la Toussaint. Le reportage de Julien Leroy et Patrick Jacques de Dixmude. Il se passe des choses étranges à France Miniature. Le gendarme de Saint-Tropez, les 3 mousquetaires ou encore les rois de France se sont invités sur le parc pour Halloween. Ils ont amené avec eux de l'au-delà quelques copains et des décors aussi amusants que terrifiants. On voit des squelettes, des chauves-souris, des toiles d'araignée. Jusqu'au 6 novembre, c'est dans ce décor que les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir la France et ses monuments en miniature. C'est une belle initiative d'avoir un tel patrimoine français qu'on nous donne à visiter en une journée avec la possibilité de faire cette découverte. Et donc c'est plutôt une très belle balade familiale et un beau moment d'histoire. À la visite s'ajoutent des activités spéciales Halloween. Les familles pourront se tester autour d'un jeu de pistes et d'énigmes dans le but de retrouver les bijoux dérobés de la reine Aliénos de la citrouille. On se plaît à découvrir les questions et à se réinterroger notre culture générale. Au programme également des jeux, l'incontournable distribution de bonbons et des animations. À France Miniature, Halloween fait partie des temps forts de la vie du parc depuis maintenant quelques années. On ne peut pas faire des vacances de la Toussaint sans une animation Halloween. Et du coup, chaque année, on agrémente avec des nouveaux décors. On va trouver cette année des personnages un peu typiques dans les régions de France, avec des costumes assez sordides pour certains. Mais on reste vraiment sur du rigolo, effrayant. Alors, oserez-vous vous aventurer au parc pour Halloween ? Halloween, c'était aussi au manoir du Haras national des Brévières. Petits et grands sont venus se faire peur. Julien Leroy a réussi à pénétrer dans la maison hantée. Regardez. Entre dans le manoir, ici d'un peu plus près. Oserez-vous pénétrer dans la maison hantée de la famille Calavera ? La compagnie Pixum avait investi le manoir du Haras national des Brévières pour Halloween. Petits et grands étaient invités à déambuler à travers les pièces et interagir avec des personnages effrayants. On les emmène dans une aventure avec nous où ils vont déambuler dans le château et découvrir des décors très détaillés. On est dans un cabinet de curiosité géant. Ça faisait assez peur, surtout au début, quand l'homme nous accueillait dans la maison. Du style très coloré du Dia de los Muertos mexicain à l'esthétique édouardienne du début du XXe siècle, 2 semaines et une trentaine de personnes auront été nécessaires à l'installation de ce spectacle immersif intitulé La Maison Hantée From Hell with Love. On a aussi beaucoup de partenariats, notamment avec la ressourcerie, parce que notre projet c'est de faire du théâtre écolo, donc
on fait que de l'objet de récup. On achète très peu d'éléments de décor et on est en partenariat avec eux pour faire de la valorisation artistique de leurs produits. Et nous, on fait une valorisation écologique de notre projet en même temps, donc c'est donnant-donnant avec eux. Bon, quelqu'un voudrait une petite coupe? Une coupe de cheveux? Non? Le travail des comédiens mêle les canevas narratifs et improvisation lors des échanges avec le public. J'ai beaucoup aimé l'interactivité avec les comédiens, le fait qu'ils embarquent à la fois les enfants et les adultes. Avec des décors fabuleux, de très beaux costumes et des animations riches sur évidemment le thème Halloween. Environ 1200 spectateurs ont fait le déplacement pendant les 3 soirées organisées. Fort de ce succès, la compagnie Pixum envisage de renouveler l'expérience macabre l'année prochaine. Et nous serons au rendez-vous l'année prochaine. C'est l'heure maintenant de notre seconde partie d'émission avec l'actualité sportive. Et c'est avec vous, Grégory, on le disait en début d'émission, en tennis, l'Yvelinois Arthur Rinderknecht est l'actuel premier joueur français au classement ATP. Mais l'actualité sportive, c'est aussi du rugby. De qui va-t-on parler ? Alors son nom est un peu plus simple à prononcer, c'est Émilie Boulard, bien évidemment, et de l'équipe de France de rugby féminin. Les Bleus sont en demi-finale de la Coupe du Monde qui se dispute actuellement en Nouvelle-Zélande, samedi en quart de finale à Whangarei. Elles l'ont emporté avec la manière contre l'Italie, victoire 39-3, 5 essais inscrits par la France. Aucun par Émilie Boulard. Notre Yvelinoise a été tout de même désignée MVP du match, c'est-à-dire meilleure joueuse. L'arrière a été en grande forme, c'est notamment de sa belle relance de 60 mètres en début de rencontre qui est parti. Le premier essai français marqué par Johanna Grisé, bravo à elle. Bravo aux Bleus. Samedi, les coéquipières d'Émilie Boulard feront face aux pays hôtes, les Black Ferns de la Nouvelle-Zélande. Une rencontre dans le mythique Eden Park d'Auckland. Et l'autre demi-finale opposera Mathilde l'Angleterre au Canada. Et on continue avec du football, Grégory, avec notre invité. Oui, il s'agit d'Olivier Sévézuc. Bonsoir. Bonsoir. Président de l'AS Poissy, club de football. Alors, on va parler avec vous de bonnes nouvelles, le très bon début de saison de l'AS Poissy, votre club en National 2, mais aussi et d'abord de ce résultat très frustrant qui est arrivé ce week-end, c'est l'élimination, on va peut-être voir l'animation s'afficher, l'élimination de votre club au 7e tour de la Coupe de France, une défaite au tir au but 6-5 contre Wassel, un club de Seine-Maritime de National 3. Il y avait eu un partout à l'issue du temps réglementaire. Alors conséquence, plus aucun club yvelinois en Coupe de France après 7 tours. On rappelle que Versailles, qui s'était hissé jusqu'aux demi-finales l'an passé, a été éliminé dès le 6e tour. 2 jours après cette élimination, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Est-ce que vous êtes déçu après cette élimination, Olivier Sévézuc ? Je vais être très clair avec vous, je suis anéanti. Triste. J'ai été très affecté par cette défaite. Pourquoi ? Parce que je rêvais comme un vrai passionné de football, qu'on puisse, effectivement, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, Jean-Luc Haribard, qui est un de mes amis, était arrivé avec Versailles en demi-finale l'année dernière. Évidemment que moi, un peu plus d'humilité. Je voulais pas arriver en demi-finale, mais il y avait une espèce de rêve, puisqu'il y avait un parcours. La preuve, le club que l'on a joué, qui nous ont battus, N3, joueront contre une D1. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a 5 divisions d'écart. Il y avait peut-être quelque chose pour le club, quand on sait que des clubs comme le mien, on se bat sur des aspects financiers. Et on sait que la Coupe de France peut amener effectivement un petit peu pour les joueurs, mais surtout pour le club, car un club n'est pas que la Nationale 2. Nous avons une grosse section féminine, des enfants, etc. 900 licenciés. Pour moi, après la perte d'un certain nombre de sponsors l'année dernière, et les gros d'ailleurs des institutionnels, c'est un rêve aussi Oui, ça fait rêver cette Coupe de France. C'est très bien que je me voyais... C'est la Coupe de tous les possibles. Je me voyais aussi avec l'ensemble des dirigeants, etc. On en parlait. On a touché du doigt une espèce de rêve qui permet aux jeunes de rêver, aux joueurs, aux dirigeants, aux présidents. Je suis un gamin quelque part. Et c'est quoi le plus frustrant ? C'est de perdre contre une équipe, vous l'avez dit, N3, donc c'est une équipe qui était une division en dessous. Au-delà de ça, vous l'avez dit, dans le tour suivant, vous auriez pu jouer une équipe moins bien. On va être clair, c'est jamais facile. En tant que joueur, je l'ai connu, j'étais président à Duny, une toute petite division, nous avions éliminé une nationale. Néanmoins, voilà, dans la semaine, je n'ai pas vu les joueurs, je n'ai pas vu le coach, mais je pensais qu'ils étaient ultra motivés parce que j'avais fixé un petit peu des objectifs pour le club. Je répète, pour la notoriété, pour la ville, j'avais envie de faire plaisir à tout le monde. En fait. J'étais fier de ça. On a vécu des moments difficiles dernièrement, des licenciements de garçons sur des erreurs. Il y a eu tas de petits problèmes. Et vraiment, je voulais cette dynamique. Moi, personnellement, je peux vous dire que
samedi soir et dimanche, mes enfants m'ont vu anéanti. Je le suis encore. Alors j'ai le travail, j'ai la famille, des choses beaucoup plus graves. Oui. Et vous le savez, d'origine ukrainienne, l'actualité fait que. Néanmoins, ouais, je suis frustré, mais vous l'avez dit, on a aussi le championnat à jouer, on avait très bien démarré. On va en parler dans un instant. Je vous en prie. Mais là, oui, je suis un garçon touché, ouais. Et si on rappelle juste le scénario du match, vous étiez mené 1-0 après 20 minutes de jeu. Poissy est revenu au score sur penalty à la 26e minute de jeu. Finalement, ça en est resté là. Il y a eu un partout à l'issue du temps réglementaire, défaite au tir au but 6-5. Vous avez utilisé le mot motivé. Ils n'étaient pas assez motivés ou vous les avez pas sentis investis c'est pas ce que j'ai dit. Du scénario du match. Je dirais qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails techniques du football. Néanmoins, on avait deux garçons qui n'étaient pas là, et non des moindres. Le gardien titulaire, qui est un garçon qui a été quand même au centre de formation du PSG, qu'on a été chercher l'année dernière. Un élément numéro 6 important. Alors je ne dis pas que les remplaçants, mais peut-être ce qui fait la différence avec 400 ans de club, c'est que quand vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas un banc très profond. Mais je considère que quand on est remplaçant ou pas, je l'ai été en tant que joueur, on doit prendre sa place. Et la Coupe de France, c'est se transcender. Vous savez, ces couleurs-là, c'est ça. Et là, j'ai trouvé une équipe assez apathie, beaucoup moins motivée que les matchs que j'ai pu voir. Oui, d'autant que le parcours a été bon en Coupe de France. On rappelle, vous êtes rentré au 4e tour, parce que vous êtes un club de National 2. Il y a eu 2 clubs de Régional 1, c'est le plus haut niveau régional, qui ont été éliminés. Et au dernier tour, vous éliminez Sainte-Geneviève, qui est une équipe qui évolue comme vous en National 2. Il y a eu un bon parcours. Absolument, mais j'étais très fier d'ailleurs. Et on avait communiqué là-dessus. Je pense que peut-être que certains se sont vus beaux du fait d'être arrivés à ce stade-là. Et on connaissait déjà. Et on connaissait le tirage d'après. Donc peut-être qu'ils se sont dit, on va se retrouver en 32e de finale. Moi aussi d'ailleurs. Voilà, l'histoire est terminée, une de plus. Depuis 6 ans que je suis au club, malheureusement, j'aurais jamais réussi à aller un peu plus loin que 7e tour. L'année dernière, éliminé par Versailles, mais après, ils ont eu le parcours. Là, si je vois, par exemple, en 32e de finale, parce que le OSL va recevoir cette D1, si je vois, par exemple, un OSL PSG, je peux vous dire que les larmes vont me couler. Moi qui suis abonné, passionné, ancien joueur du PSG, j'en rêvais. J'en rêvais pour nous, par exemple... PSG va venir à Poissy, mais ça aurait pu être une Ligue 2, PFC. Non, vraiment, je suis... Il y a la déception, on le sent, je suis touché. Cette élimination au 7e tour. Alors, il y a quand même, et ça, il y a du positif. Oui, il y a des bonnes nouvelles, on le disait, avec un très bon début de saison en championnat de l'AS Poissy. On va voir aussi l'animation s'afficher avec le classement de cette poule A de National 2. 18 points pour l'AS Poissy, soit seulement 3 points de moins que le leader Rouen. D'autant que vous comptez un match en moins, en plus, par rapport à Rouen. Et après 8 journées, vous avez joué 7 matchs pour votre part. Il y a 6 victoires, dont une contre Rouen, le leader, je le disais. Et une seule défaite, c'était face à Saint-Malo lors de la 5e journée. Le bilan est quand même satisfaisant sur ce début de saison, même s'il y a cette élimination amère en Coupe de France. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en début de saison, les articles que vous pouvez lire ici ou là sur l'effectif que l'on avait, on avait quand même perdu quelques joueurs de qualité aussi. On a reconstruit des jeunes, des profils. C'est le staff avec moi et l'ensemble de mon bureau qui avons choisi certains joueurs. La mayonnaise a pris, donc il y avait cette dynamique, elle est encore là d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, je suis là aussi pour dire à certains, c'est vrai que je suis triste, mais c'est pas dans ma nature de baisser les bras. J'espère que les joueurs vont prendre conscience qu'avec un match en moins et des matchs qui arrivent, eh bien, on peut, je l'espère en tout cas, parce qu'il y a un maintien, vous savez qu'il y a 5 voire 6 clubs qui descendent. Et là, en début de saison, compte tenu de la qualité du groupe, vous vous retrouvez aujourd'hui effectivement à 2 points du premier. Les joueurs ont fait du très très bon travail avec le staff, je les en félicite. Bon, la Coupe de France, voilà. On explique juste qu'il y a toute une révolution dans le monde du football français avec des équipes, d'un nombre d'équipes qui diminue par division. C'est le cas aussi dans les championnats supérieurs. Tout à fait. Seulement 4 montées, mais c'était déjà le cas pour les 4 poules de National 2. Absolument. Et on peut aller jusqu'à 6 descentes, effectivement, sur cette saison. Mais du coup, c'est quoi l'objectif? Parce que les 4 derniers peuvent descendre dans votre poule. Vous êtes 3e, pas loin du premier. Est-ce que vous y pensez à la montée ou vous préférez pas du tout. l'écarter? Je vais être très honnête avec vous. D'ailleurs, j'avais fixé l'objectif. Mais franchement, vous connaissez Carl Olive qui est mis en place il y a 6 ans. On en parle tous les deux de football. Et me dit, Tchouk, il faut que de toute façon tu valides le maintien rapidement. On est pas mal parti. Mais il faut être sur une bonne dynamique et cette Coupe de France nous fasse pas mal. Votre prochain match, très rapidement on s'en va jouer à Châteaubriand. Donc on vous souhaite tout le meilleur pour cette saison. On va Merci suivre beaucoup. La suite des événements avec attention. Je vous remercie. Avec ce très bon début de saison malgré l'élimination ce week-end en Coupe de France. Merci Olivier Sévézuc. Très bonne soirée. Merci Olivier Sévézuc. Du football encore Grégory, on va parler au niveau départemental avec le championnat de division 1 de district. Oui, hier le Voisin FC recevait Houille SO à l'occasion de la 5e journée en retard de ce championnat dans une rencontre à sens unique. Les Vicinois se sont largement imposés. Beaucoup de buts dans cette rencontre. Regardez le résumé avec les images de Julien Leroy.
Hiérarchie respectée, Voisins-le-Bretonneux accueillait ce dimanche 30 octobre le Sport Olympique de Houille, dernier du championnat de division 1 district. Dans ce match en retard de la 5e journée, les Vicinois auront mis moins de 20 minutes pour marquer. Sur une erreur de relance des Auvillois, le numéro 11 de Voisins profite d'une bonne remise de son coéquipier pour ouvrir le score. 5 minutes plus tard, ça fait déjà 2-0 pour les locaux. Un premier tir repoussé par la barre transversale. Le numéro 10 n'a plus qu'à pousser la balle au fond des filets. Il inscrit même un doublé quelques minutes avant la fin de la première période. Bien lancé dans le dos de la défense de Houille. Voisins mène 3-0 à la mi-temps. On a la première grosse occasion qui peut créer la différence et changer l'atmosphère du match. Après, sur 2 contre-attaques, on prend 2 buts. Pas contre le cours du jeu, c'était assez équilibré. Ce qui nous met un peu dedans, ce qui les galvanise en même temps. On a fait une super première mi-temps, clairement il n'y a pas photo. On mène 3-0 à la mi-temps. Et le match il était presque tué. Après on fait un mauvais début de deuxième. Effectivement, Houille démarre mieux la seconde période. Dès l'entame, l'équipe récupère le ballon au milieu et surprend Voisins-le-Bretonneux. Une réalisation du numéro 10 Auvillois pour réduire le score, 3-1. Mais les Vicinois ne végètent pas longtemps et inscrivent un 4e but à l'heure de jeu, d'une frappe lourde du numéro 7 à l'entrée de la surface. Où il sera même réduit à 10 après un coup de sang de l'un de ses joueurs, bien évidemment expulsé par l'arbitre après quelques instants de tension. À 10 minutes du terme, Voisins-le-Bretonneux enfonce le clou, un but marqué au terme d'une belle action collective, 13 passes, conclues par le numéro 8. Score final 5-1 pour le VFC face à Houille. C'est une victoire qui nous fait du bien parce que c'était un match en retard. On est bien, on a fait une préparation compliquée et au final on est à 3 victoires, une défaite. Donc on est en haut du classement et on a un mois de novembre très compliqué qui nous attend. Donc c'est à nous de faire le boulot maintenant. On est prêt. On est sur une tendance, une spirale très très mauvaise, très très négative. Il faut vite qu'on change la spirale pour pouvoir enchaîner des résultats positifs, sachant que dans ce championnat, rien n'est perdu. Il suffit d'enchaîner 2-3 résultats positifs pour se retrouver là-haut. Donc nous on va rien lâcher, on va travailler et on va pousser pour enchaîner les résultats positifs. Grâce à ce succès, Voisins grimpe à la 4e place du classement et revient à 3 points du leader Limay. Houille est toujours lanterne rouge. Prochaine journée, dimanche 6 novembre. On termine avec du basket, Grégory. Oui, basket féminin. Plus précisément, samedi, l'entente Le Chesnay-Versailles 78 accueillait Dieppe pour le compte de la 6e journée de National 2 féminine. Après avoir été menées, les Yvelinoises ont gagné. Retour sur le match, cette fois-ci avec les images de Gabriel Gontier. Une victoire au caractère pour l'entente Le Chesnay-Versailles contre Dieppe. Ce succès dans la 6e journée de National 2 n'a pourtant pas été simple à obtenir. D'entrée de jeu, les Yvelinoises encaissent un 10-0. Après un premier temps mort, le LCV se remet peu à peu en ordre de marche. Le club compte jusqu'à 12 longueurs de retard, mais parvient à revenir à moins 2 points de son adversaire à la fin du deuxième quart-temps. Le Chesnay-Versailles est mené 34-32 à la pause. On s'attendait de tout ça, mais en fait on a commencé le match en traverse. On traverse, c'est ça. Mais une fois que le coach il a pris le temps mort, on s'est remis dedans et on est sorti sur le parquet complètement avec un autre esprit. Je leur ai dit qu'il faut qu'on croie sur nous et qu'il faut se battre jusqu'au bout parce qu'on a possibilité de gagner cette équipe. Dans le troisième quart-temps, Radunovic égalise. Le LCV prend définitivement l'ascendant sur la rencontre. L'équipe est bien en place et creuse progressivement son avance de 14 points. Les joueuses ne tremblent pas dans le quatrième quart-temps. Quant à 3 minutes de la fin, Dieppe revient seulement à 4 unités. Le Chesnay-Versailles s'impose bien. Le score final 60-53, 4e succès de la saison pour le club. C'était vraiment une victoire d'équipe, on a été la chercher avec le mental. Et, parce que voilà, quand on gagne de 14 points et qu'elles reviennent à 4 points et qu'il reste 3 minutes, là si mentalement on n'est pas solide, c'est là où on peut tomber dans la défaite. Et vraiment c'est la réaction d'équipe qu'il faut retenir ce soir. Après un mauvais départ, on a su se remettre dedans. On a bien défendu sur ce match-là contre une belle équipe qui vise la montée. On a encaissé 53 points. Les Yvelinoises sont actuelles 5e de la poule C de National 2. C'est la meilleure défense du groupe avec 321 points concédés depuis le début de la saison. Prochain match samedi 5 novembre face au leader Villeneuve d'Ascq. Merci beaucoup Grégory. Et merci à vous. C'est bientôt la fin de cette émission, mais je vous propose qu'on jette un petit coup d'œil à la météo avant de se quitter.
Demain matin, dans les Yvelines, vous aurez de belles éclaircies sur l'ensemble du département. Au niveau des températures, il fera 12 degrés à Versailles, Mantes-la-Jolie et Houdan. Du côté de Rambouillet, comptez 11 degrés. Ça devrait rester sec dans l'après-midi également. Il fera 15 à 16 degrés en moyenne. Attention tout de même, Météo France annonce des rafales de vent à 65 km/h. Les Yvelines sont placées en vigilance jaune. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout avec nous. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.